fait frais là-dedans. Ah bah il fait frais. Ah bah ça caille en hiver. C'est une ancienne maison de tisserand en fait du XVIIIe siècle. T'as le sol qui est en terre battue toujours, qui fait toujours de l'humidité en permanence. Quand tu vois la taille des cheminées pour chauffer l'endroit, il fallait y aller. Alors que nous on a le petit chauffage de chaque côté. Quand il y a des visiteurs qui viennent l'après-midi, j'arrive à 7h du matin pour chauffer tout, donc à 14h ça commence un peu à chauffer. Donc c'est bon. Voilà. Donc c'est ma maison pour la semaine. Du coup, en fait, toute cette zone-là, cette zone, on était producteur d'une petite toile de lin qu'on appelait la toile Bretagne. Et c'est cette toile-là qui a fait la richesse de la région pendant quasiment 3 siècles. Donc cette petite toile, elle ressemblait à ça. Une petite toile de lin qui était très très blanche, très finement tissée. Et cette petite toile, elle a fait notre richesse parce qu'on l'envoyait à Saint-Malo jusqu'en Amérique du Sud. Et les Sud-Américains, ils se fabriquaient des chemises avec ça. Et ils étaient très friands des chemises faites avec ce petit tissu de quintin, parce qu'il était très très finement tissé, ce qui fait que les moustiques ne pouvaient pas passer à travers. Là, c'était un avantage pour les Sud-Américains qui avaient la malaria et tout ça, ça diffusait énormément. Et puis le lin, c'est thermorégulateur, ce qui fait qu'en plein soleil, on a froid encore à l'intérieur. Ça s'adapte à la température du corps et à la température extérieure. Donc en Amérique du Sud, où il faisait très chaud, ils aimaient beaucoup pouvoir se fabriquer ce type. Là, c'est ce qu'on portait, c'était le tissu du peuple. Ça gratte, c'est lourd, c'est épais. C'est très épais. C'est du chanvre. Ça, c'est du chanvre, ouais. Et ça, c'est une robe de lavandière, par exemple. Donc en plus, quand il pleut, ça s'alourdit par-dessus, c'est pas agréable du tout. Mais c'est ça qui faisait le tissu quotidien, quoi. Finalement, les vareuses et tout ça, c'est très épais parce que c'était du chanvre, c'était des toiles qui servaient à faire de l'emballage, des poils de navire, tout ça, c'était pas plus agréable. Donc on portait très peu de lin finalement ici. Ça partait à l'étranger pour être vendu là-bas. Donc nous, notre lin, c'est une variété qui est le lin textile. Il y a 300 variétés de lin à travers le monde, et la petite graine, c'est à peu près la même à chaque fois. C'est une petite graine qui ressemble à ça, la graine de lin. Ah oui, c'est tout petit. Ouais, c'est tout petit. Oui. Et cette petite graine, on la faisait venir des pays baltes, donc de Lettonie, d'Estonie. Parce que nous, ici, notre sol n'est pas très bon, ce qui fait que d'année en année, nos propres plants, ils dégénéraient. Nos propres graines n'étaient pas très bonnes, ce qui fait qu'on faisait venir des pays baltes, des graines très saines, qui arrivaient par un navire jusqu'à Roscoff. Et nous, après, ici, une fois que tous les champs étaient récoltés, on transformait notre lin ici pour faire du tissu. C'est 80% de la production française qui est normande. Donc, ce qui fait que si on veut voir beaucoup de lin, il faut aller du côté de la Normandie où il y a au mois de juin tous ces champs bleus comme ça de lin. Ça fait une fleur qui est très rapide, elle dure 4 à 8 heures cette fleur. Elle fane, elle est remplacée par une autre toutes les 4 heures. Et puis au bout de 2 semaines, ça s'arrête complètement la floraison, donc c'est très rapide. Et tes graines, elles sont là. Et elles sont à l'intérieur. Donc du reste, on a une grande tige en bois. Et autour de ce bois, on a la fibre de lin qui va nous intéresser pour le travail. Garder la racine avec la fibre autour, donc c'est vrai que c'était le travail des femmes pendant très longtemps d'aller arracher au mois de juillet toutes les tiges de lin. Aujourd'hui, c'est les machines qui arrachent tout ça très rapidement. Et une fois qu'on a arraché notre lin, on va faire le rouissage. C'est un moment où on va faire pourrir le lin pour facilement ensuite séparer la fibre de la tige en bois. Donc pendant longtemps, pour faire pourrir le lin, on utilisait ce genre de bassin qu'on appelle des comptoirs, dans lesquels on mettait toutes nos tiges de lin arrachées, on remplissait ça d'eau, puis on laissait pourrir pendant 2 semaines. Il y avait une odeur terrible à ce moment-là. Ça devait pas être pourrir dans l'eau, c'est pas très agréable. Et puis en plus, ça polluait énormément les eaux des voisins, l'eau des bêtes, l'eau des puits, parce que tout ça, c'est en eau vive. Donc, ce qui fait qu'en 1898, il y a une loi qui est votée pour interdire ça, et à la place, on fait le rouissage, le pourrissement à l'air libre fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une fois arraché, là on le met sur des couches bien régulières, et c'est la pluie et le soleil qui va faire petit à petit pourrir notre lin. Et là, ça pollue moins, on n'est plus dans ce problème de pollution. Par contre, on est tributaire de la météo, il faut qu'il pleuve assez, il faut qu'il y ait assez de soleil, donc ça dépend des éclats, ça durait 2 semaines pour faire le rouissage, là ça dure à peu près 2 mois. Très bonne pour être réutilisée. Donc elle partait au bétail, c'était le bétail qui mangeait. Ça s'est récupéré. Et donc grâce au rouissage, je peux très facilement ensuite enlever la fibre. On va voir petit à petit que la fibre de lin. On va s'enlever. On a de la fibre de lin. Et à l'intérieur, j'ai ce petit bois très blanc qui ressemble à de la paille. Et ça, je vais m'en débarrasser. Donc le premier boulot, ça va être dégrainer le lin, c'est-à-dire qu'on va se séparer des petites fleurs qui ne nous intéressent pas. Donc sur un banc comme celui-ci, comme il y a un dégrainoir, qui est le grand peigne ici, on peut être jusqu'à 6 à travailler, 2 personnes de chaque côté qui vont battre le lin, 2 personnes qui donnent le travail à faire, 2 qui récupèrent, tout ça, ça circule très vite. On va taper le lin à l'intérieur, on tire,
et on enlève petit à petit les petites fleurs assez rapidement. Ensuite, on va faire le taillage. Donc, on va écraser notre lin à l'intérieur de cet outil qui est une braie pour broyer. C'est juste une grosse lame de bois qu'on va venir écraser sur le lin. La fibre, elle va résister, c'est la résistance de la fibre de verre, la fibre de lin, donc ça casse pas. Par contre, le petit bois en dessous va se barrer très rapidement. Et tout ce petit bois qui s'enfuit, qui part en pluie. Et le petit bois, il peut aussi récupérer, on en faisait de la litière pour les animaux. Et nous, on lui met entre lapin. On met un peu de ce qu'on appelle l'ana de lin, ce petit bois très fin. Et même en jardinerie, tout ce qui est paillage de lin, c'était aussi ça. On va utiliser le petit bois à l'intérieur. Un sacré boulot. Ouais. Puis tout le monde y participait, là c'était le travail des adultes, on obtient quasiment que de la fibre là, qui peut rester. Et pour enlever les petits morceaux de bois, c'était les enfants qui bossaient. Sur ce petit banc, avec le pesselage, on vient frotter notre lin pour enlever les derniers petits morceaux et assouplir la fibre et avoir quelque chose de plus en plus doux, de plus en plus fin. Et là c'était le boulot des gamins, parce que dans les familles de tisserands, on était et agriculteurs et tisserands. Et dans ces familles de 10-15 enfants, tout le monde participe à la tâche. Et tous les enfants ils se mettent aussi là-dessus, à bosser toute la journée, frotter leurs mains. Dès l'âge de 3 ans à peu près, ils commencent à travailler. Donc en frottant, on obtient petit à petit vraiment la fibre qui va s'adoucir. Ça fait, on dirait de la ficelle. Oui, on dirait de la ficelle, on dirait des cheveux un petit peu. On faisait des perruques avec ça dans l'Antiquité. C'était quelque chose de très naturellement fin comme ça. Donc ensuite, comme des cheveux, on va repeigner tout ça une dernière fois. On a 8 peignes différents, du plus large jusqu'au plus resserré. Le plus large, c'est un peigne qui va ressembler à celui-ci. Le plus resserré, un genre de peigne, on va terminer encore et encore de passer la fibre à l'intérieur. Donc là, il y a encore du petit déchet qui va rester. C'est ce qu'on appelle l'étoupe. Et l'étoupe, c'était utilisé dans le calfatage des bateaux, pour l'étanchéité des bateaux. On prend de lames de bois, on récupérait ça, on mettait à l'intérieur, du goudron par-dessus, et c'est étanche. C'est la filasse qu'on en plomberie, parce qu'on tourne des tuyauteries, c'est ça. C'est de la petite fibre courte qui est récupérée de l'étoupe. Donc rien ne se perd, même les déchets dans les peignes sont récupérés. Et donc si on a bien bossé, et à la sortie, on obtient quelque chose de très fin. De la fibre, on appelle de la fibre, qui est douce, qui est très légère. C'est la fibre de lin. Donc une fois qu'on a ça, on fait du fil. Il y a 2 méthodes pour faire du fil, soit au fuseau à la main comme on voit sur la photo au milieu là-bas, où on a donc ce grand bâton qui est la quenouille avec toute la filasse dessus. Et le boulot de la filandière, c'est de prendre quelques fibres, de les torsader et de les enrouler sur la petite toupie qu'elle a dans l'autre main pour faire du fil. On fait à peu près 60 mètres de fil par heure. On va passer leur journée à faire du fil comme ça, même si elle surveillait les bêtes ou autre chose, c'est du fil en même temps. Et il y a une autre machine pour aller plus vite, c'est le rouet. D'abord qui va ressembler à un grand rouet comme ça à bras, donc on va tourner la roue d'un côté. Il va faire tourner la petite pointe ici. Donc je vais prendre ma roue, ça fait tourner cette petite pointe et je vais enfiler mon fil dessus pour petit à petit faire une bobine. Et puis plus on avance dans le temps, plus on miniaturise le rouet. Et ce rouet-là, comme celui-ci par exemple, il a inventé à partir du 15e siècle par un Allemand qui s'inspire d'un dessin de Vinci, qui avait dessiné plus ou moins le rouet déjà, pour aller beaucoup plus vite, parce que comparé au petit fuseau où on fait 60 mètres de fil par heure, là on va 5 fois plus vite avec le rouet. Et le principe, c'est de venir prendre un peu de fibre, on la réhumidifie, toujours humidifier le lin, donc on le passe en bouche. Hop. Et puis ensuite, on va le raccorder à l'intérieur ici. Ça va passer sur le petit épinglier, juste là. Et ensuite, c'est la roue qui va tourner grâce au pédalier, ça va enrouler la bobine et enrouler mon fil de l'autre côté. Et ensuite, on va venir faire notre fil à l'intérieur. Et là, on va bien enrouler tout ça. C'est un sacré boulot. C'est un sacré boulot, et les jeunes filles apprenaient à faire ça dès l'âge de 7 ans à peu près. Donc à l'âge de 14 ans, elles puissent faire une bobine qui n'a pas été vendue sur le marché. Donc c'est le geste d'une part qui va faire la grosseur du fil le plus fin possible. Et d'autre part, vérifier si on est bien au bon endroit quand on donne un coup de pédale, parce que si je mets un coup de pédale un peu trop tôt, tout repart dans l'autre sens, et il y a mon fil qui repart dans l'autre sens aussi, donc il faut recommencer le travail. C'est un boulot de longue haleine, tout ça, juste pour faire un fil de bout. Donc ensuite, on va blanchir le fil. Pour blanchir le fil, on allait dans ce qu'on appelle des blandiries ici, donc des grands lavoirs. On mettait tout notre fil, ou alors l'entièreté de la toile déjà tissée,
Et on mettait ça à tremper pendant 2 semaines dans un grand lavoir avec de la farine de blé noir, et on laissait pourrir tout ça de nouveau. Et en pourrissant, la farine elle va devenir très acide et elle enlève la couleur du lin. Et ensuite, on relave avec de la cendre à l'intérieur, donc là la cendre de hêtre qui va se servir de lessive, et on relave encore et encore à l'eau bouillante et à la cendre. Ce qui fait qu'entre le moment où on va récolter notre lin et le moment où on va commencer vraiment à tisser, il y a quasiment un an de travail qui s'est écoulé, de ceux qui vont transformer, de ceux qui vont blanchir, mais ça faisait vivre tout le monde en fait. Dans la petite zone où on était, je te montrais tout à l'heure, il y avait 15 000 personnes qui travaillaient grâce au lin. Il y avait ceux qui faisaient du fil, il y avait ceux qui travaillaient dans les champs, les blanchisseries, il y en avait 2000 autour qui travaillaient ici dans les blanchisseries, donc ça faisait travailler vraiment tout le monde. Donc une fois qu'on a notre fil qui va être blanc, on va pouvoir le tisser sur des fils à tisser. Hop. Donc tout mon fil, il est organisé sur cette grosse bobine qui est l'ourdissoir, donc petit à petit on va venir mettre le métrage exact que l'on veut sur l'ourdissoir, récupérer notre premier paquet, l'installer sur notre bobine, et jusqu'à peu près 2800 fils d'installer comme ça petit à petit sur le fil. Si tu veux, tu peux te lever, tu peux te rapprocher du métier. Parce que là en plus on vient de le refaire, on vient de le réparer tout récemment du coup. Donc le métier à tisser, donc celui-là il date des années 1850, il est fait en bois de pommier parce que ça résiste bien au temps et à l'humidité. Donc j'ai mes fils qui sont enroulés sur la grande bobine là-bas. Ah oui, oui. Donc ça c'est ce qu'on appelle l'ensouple arrière. Donc tous mes fils ils sont là-dessus, c'est comme sur une imprimante, ça va être le papier, c'est le papier qu'on met à l'intérieur, c'est le papier blanc. Et donc tous mes fils, un par un, ils viennent passer à l'intérieur ici d'un petit œillet métallique qu'on appelle une lisse. Donc là sur ce métier à tisser, là, il y a 3 semaines, on avait installé 1000 fils de lin, un par un. Donc on tire nos fils de l'ensouple et on le fait passer dans la petite lisse qui correspond. Et un par un comme ça, le premier fil, le deuxième jusqu'au millième. Ça nous a pris 15 heures de travail pour retourner installer un par un. Donc ça, c'est la feuille blanche qui arrive jusqu'au travail du tisserand. Et le tisserand, lui ensuite, il va aller s'installer sur son outil. Il va faire travailler ses jambes, parce que j'ai 2 pédales juste en dessous ici. Et grâce à ces pédales, en fait, je peux faire bouger mes petites lisses, donc je peux soulever mes fils. Je peux en soulever un sur 2. Tiens, tu peux te mettre ici si tu peux passer la petite marche. Tiens-toi là. Voilà. Donc par exemple, si j'appuie sur la pédale de gauche, tu verras que j'ai des fils qui vont vers le haut et des fils qui vont vers le bas ici. 1 sur 2 en fait. Si j'appuie vers le bas, à droite, les fils qui étaient en haut passent en bas, et les fils qui étaient en bas passent en haut. Comme ça, j'ai toujours un petit tunnel de fils en fait qui s'organise, avec des fils en haut, des fils en bas. Ensuite, je vais devoir me servir de mes bras parce que je vais jeter un autre fil à l'intérieur de mes fils blancs, qui va être le fil de trame, qui va venir traverser ces fils. Donc le fil de trame, là j'ai un mélange de petits fils bleus et petits fils blancs qui est positionné à l'intérieur de cet outil, qu'on appelle une navette. J'ai mis donc ma bobine sur la navette. Et ensuite, eh bien, je vais aller faire un petit tunnel de fil, donc l'ouvrir avec mes pieds, et lancer à l'intérieur ma navette qui va dérouler son petit fil, tout doucement, à l'intérieur de mes fils blancs. Et en la lançant, j'ai mon petit fil qui s'est déroulé à l'intérieur. Tu vois, j'ai mes 2 fils là, qui se sont déroulés dans mes fils. Ensuite, je vais fermer, je vais changer de pédale, comme ça je vais aller manger ce petit fil à l'intérieur de mes fils de chaîne, et je vais tasser le tout avec le reste du peigne sur le travail. Un fil de plus. C'est arrivé avec les autres. Voilà, un de plus. Et dans l'autre sens, j'ouvre à droite, j'ai des fils en haut, des fils en bas, je fais traverser mon fil, qui vient dérouler son petit fil à l'intérieur, je change de pédale et je tasse. Et j'ai un fil de plus. Donc là, toute la journée. Voilà le boulot des... Ils devaient être crevés, les gens. Crevés, les gars. Ils commençaient vers l'âge de 15 ans, quand ils pouvaient toucher les pédales, et ils arrêtaient vers l'âge de 40 ans, parce qu'ils avaient le dos complètement détruit. Et ils passaient 8 heures par jour à faire ça d'ailleurs. Et là encore, je vais un petit peu plus vite, parce que cet outil il date du 19e, donc il est un peu plus évolué. Là, je fais à peu près 1 cm de fil par minute, donc c'est assez rapide. Parce qu'au XVIIe siècle, ici en Bretagne, ça n'existait pas. Donc, ce qui fait que c'était au tisserand d'envoyer sa navette, de la récupérer, de l'envoyer. Donc, il avait le dos qui bougeait toute la journée. Et puis, les petites lisses, pareil, ça, qui sont métallisées, qui me permettent de bien contenir mes fils bien droits, ça ressemblait pas à ça, ça ressemblait à ça, les lisses. Là, c'est des petits fils trempés dans une résine avec un petit nœud au milieu pour passer le fil à l'intérieur. Enfin, c'était un bordel. Là, ils mettaient déjà 3 à 4 jours à installer déjà les fils avant de démarrer le travail.
Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. Ah, bien. Et en plus, le tisserand, c'est pas lui qui gagnait le plus dans l'affaire. Le tisserand, lui, il gagnait avec une toile qu'il faisait pour Saint-Malo, bah, il gagnait à peu près 4 sous, donc ça lui payait le pain de la semaine, quoi. Par contre, celui qui gagnait le plus, c'était le vendeur de lin, lui qui est le vendeur de toile, qui du côté de Saint-Malo se faisait pognon fou avec tout ça, quoi. Donc voilà, donc nous ici à Quintin on disait qui n'a pas de lin n'a pas de pain, parce que il fallait au minimum faire ce travail de lin pour espérer gagner un peu. C'était le gagne-pain. Ouais. C'était le gagne-pain. Ouais. Mais bon après tout ça, plus on avance dans le temps, plus ce produit va devenir un produit de luxe. Sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI notamment, ça devient un produit de luxe. Ce qui fait que les tisserands leur demandent toujours plus serré, toujours plus blanc, etc. On leur demande des taxes à payer par-dessus. Donc au bout d'un moment, les tisserands, ils n'y arrivent plus. Les Espagnols, ils en ont marre de payer cette toile qui devient de plus en plus chère, donc ils vont acheter en Allemagne et arrêter d'acheter chez nous. Il y a la mécanisation qui apparaît, il y a les guerres qui vont compliquer le marché. Donc ce qui fait qu'à la fin du 19e siècle, ça a complètement disparu, le travail du lin en Bretagne. On est passé de 700 tisserands qui travaillaient juste à Quintin ici, il n'y en a plus qu'une petite cinquantaine à la fin du 19e siècle qui travaillent encore. Donc ça devient la misère ici en Bretagne à la fin du 19e. Il y a tout le côté des villages qui vivaient là-dessus qui retombent dans une misère noire. Les tisserands, il y en a beaucoup qui redeviennent agriculteurs, il y en a plein qui partent vers Paris aussi pour trouver du travail. C'est d'ailleurs de là que vient le mot plouc, parce que nos amis bretons, quand ils arrivent à Paris, comme ils parlent pas français, ils parlent breton, et quand les Parisiens ils demandent d'où ils viennent viennent tous d'un petit village qui s'appelle Plougastel, Ploufragan, Plou, donc au bout d'un moment, les Parisiens, qui sait pas faire grand chose de ses 10 doigts, qui parle pas français, donc on lui donne une tâche simple, et puis on s'occupe plus de lui. Et il l'appelle le plouc. C'est le plouc. Donc voilà, ça vient de là, le plouc, de Plougastel, de Plou quelque chose. Plou, ça veut dire la paroisse en breton, et comme tout le monde venait d'un village de Plou quelque chose. Donc de personnages très importants pour le royaume, hein, les tisserands qui ont fait tourner le royaume pendant 3 siècles, d'un coup, c'est les ploucs, ils savent plus faire grand chose. Je savais pas d'où ça venait, tu vois. Ça vient de là. C'est comme baragouiner, ça vient de ce moment-là aussi, parce que baragouine c'est le pain et le vin, et quand le breton arrivait dans les bars à Paris, il demandait du pain et du vin, du bar et du gouine, et donc le plou qui baragouine. Du baragouine, oui. Voilà, donc petit à petit, nous le lin ça va disparaître ici, et puis ça va... tu veux de l'aide pour descendre? Ça va aller. Et là ça réapparaît depuis une quinzaine d'années maintenant le lin, parce qu'on retravaille dessus. Et on fait notamment ce genre de choses, donc c'est en Normandie surtout, on retravaille sur le lin. Notamment, tu vois là, pour faire des petites cloisons, donc ça c'est du bois de balsa, donc c'est très léger et pas très résistant, et dessus on vient tisser du lin, et qui va donner la résistance et la légèreté en même temps du bois. Donc toute la résistance est donnée par le lin. Donc, tu vois par exemple sur un mur en carton, tu peux le soulever très facilement, tu fais ton mur en... c'est léger. Et on a la résistance qui est donnée par le lin. Soulevez-moi. Voilà. Et on a le lin qui donne cette résistance-là au matériau. Donc on fait aussi de l'isolation avec le lin, parce que ça résiste bien à l'humidité, ça résiste bien à la chaleur. Donc là, tu as un mélange de lin, de coton, de chanvre. Et donc tout ça, on est isolé avec ça. Ils s'en servent comme isolant. Comme isolant pour remplacer la laine de verre, et comme c'est hypoallergénique, il n'y a pas d'allergie développée, c'est comme la laine de verre qui gratte, tout ça, là ça gratte pas, il n'y a aucun souci. Et comme j'ai du chanvre à l'intérieur, les insectes n'aiment pas le chanvre, donc du coup ils ne vont pas lécher à l'intérieur. Donc il n'y en a pas dedans. Donc le lin il donne la résistance, le chanvre il va éviter d'avoir toute cette infestation, puis j'ai du coton pour... C'est très très bon aussi, par contre ça coûte plus cher que la laine de verre. Oui, que la laine de verre. Et même dans l'automobile, du coup on s'y intéresse aujourd'hui. Là tu as toute une portière de voiture entièrement en lin. Donc à l'intérieur, le lin il est brut pour faire la garniture, puis à l'extérieur il est mis sous une coque en résine. C'est beau, hein. C'est sympa, ça fait un petit effet tissé. Comme j'ai une toile, si j'ai un accident, ça se déforme à l'intérieur, ça casse pas. Quelque chose de très léger, ce qui fait qu'on économise sur l'essence. Donc il y a Jaguar, Tesla par exemple, Audi aussi, ils font des habitacles de voitures avec du lin, pour qu'ils soient beaucoup plus légers. Dans l'aviation aussi, Bombardier, ils font aussi des éléments, voilà. Comme ça c'est plus léger, et puis on économise sur l'essence, sur tout ce qui est propulsion. Donc voilà, il y a peut-être un avenir aussi avec le lin. Pourquoi pas. On va peut-être rouler tous en lin. Et pour l'instant, tout ça, c'est des recherches qui ont moins de 15 ans. C'est des recherches très récentes, tout ça. Donc ils cherchent pour l'instant des actionnaires pour développer un peu tout ça, pour avoir une vision un peu plus large sur notre lin. Voilà, monsieur. On a fait une visite express d'une petite demi-heure.
puis après, nous, Quintin, aujourd'hui, il n'y a plus de tisserand officiellement. Il y en a plus. Le dernier est parti à la retraite il y a 2 ans. Mais on a encore les rues, on a la rue Olin, on a tout ça, ça parle encore. Puis même on a la grande basilique de Quintin, où la Vierge Marie, elle porte une quenouille de lin, le grand bâton, là, elle le porte, voilà, parce que c'était la Vierge qui représentait ici tout tourner autour du lin. Voilà. Bon, on va aller manger On va aller maintenant. manger. De ce que tu vois sur le papier et la réalité, J'ai vu la côte là au vélo. Oui. C'est mignon hein, comme petite Oui, ville. c'est sympa. Il dit on viendra avec Nelson en été pour faire un petit tour à pied, tu sais, dans les petites ruelles et tout ça. Et il dit c'est tout fleuri, il a du lin, des vins fleuris et tout ça. On va faire le tour. Oui.